Salut tout le monde, bienvenue dans cette après-séance en compagnie de Monsieur Patrick Beau. Salut à tous. Ça va? Et merci de m'avoir invité, mais ça va très bien. Merci d'être à nouveau parmi nous. On a ce petit rituel depuis quelques années, depuis 3 ans maintenant. 3 ans déjà, ouais. Chaque décembre, on fait un après-séance ensemble. On a fait les 3 Hobbits ces 3 dernières années. Et à la fin du dernier après-séance, on avait pris rendez-vous pour ce Star Wars. À ton initiative d'ailleurs. Ouais, Riche parce idée. que je m'étais dit que c'était un joli rituel, Ouais. et qu'en plus c'était parfaitement justifié du coup, puisqu'on en a encore pour 3 ans si tout se passe comme prévu. Ouais, même plus encore, je crois. Plus que ça, Avec les d'accord. spin-offs, les trucs, les machins. Voilà. Faudra que je regarde la. On est parti pour une Le bonne déroulé. décennie d'après-séance commune. Ouais. Et On part déjà sur celle-là. On verra pour le reste. Mais donc, nous avons vu Star Wars tout à l'heure. ouais, Nous en sommes revenus. il y a une demi-heure. C'est ça. C'est très frais. Très Exactement. chaud. Alors pour cette après-séance, je vais bien entendu préciser que ça va spoiler à balle, même si on voulait, je pense, faire une après-séance sans spoiler. Il y a un spoiler qui échapperait tôt ou tard Ouais. parce qu'il y a beaucoup de choses justement qui se passent dans ce film et que la plupart des bandes annonces, même toutes les bandes annonces, j'ai pas vu les derniers spots TV, ont quand même eu le bon goût de ne pas trop dévoiler. Même le simple fait, je pense, de dire qu'on aimait ou pas, déjà induit le public dans une certaine direction. C'est Ouais. déjà un spoiler. D'une certaine manière, Ouais. ouais. Bah, ça conditionne les attentes Ouais. et par rapport à un Exact. film comme ça, les attentes Mm. sont tellement importantes Ouais. parce qu'il y a un côté quasi religieux dans Mm. l'attente de Star Wars C'est qui ça. est qui a pas d'équivalent en fait sur une autre franchise ou un autre film, pas à ce Je degré-là, crois j'ai pas. l'impression. Ouais. C'est pour ça que quand on y était allé, je m'étais dit peut-être qu'on pourrait faire un début d'après-séance avant de voir le film, Mm. mais en fait non. C'était la conclusion. Et voilà, donc il y a les spoilers, préciser aussi par rapport à l'univers étendu. Tu n'es pas spécialement connaisseur de cet univers étendu et moi non plus. Non. Donc on va pas s'étendre là-dessus. Mm. Tout juste peut-être parler vite fait du choix de J.J. Abrams de ne Mhm. pas prendre en compte cet univers étendu, ou en tout cas pas le suivre à la lettre. Ouais. Ça a déclenché un tollé parmi les fans, De- généralement. Prendre en compte certains détails, C'est ça. mais de pas totalement respecter la narration de l'univers étendu. Ouais. Ouais. Personnellement, je comprends que ça puisse faire grincer des dents certains tenants cet univers étendu. Personnellement, je trouvais que c'était plutôt une bonne idée parce que je redoutais l'écueil du illustration très appliquée, mais pas du tout surprenante parce qu'ils Ouais. se contentent de mettre en image qui existe déjà, ce qui aurait été dommage. Tandis qu'une bonne partie aussi de l'attrait de ce Star Wars, c'était le degré d'attente et de volonté d'être surpris en allant le voir, qui était vraiment qui était ultra plaisante, quoi. C'est sûr. Et ça, C'est sûr. ça réinsuffle une part de mystique dans l'expérience de cinéma à ce niveau-là. Et d'ailleurs, je pense qu'il faut préciser que donc on n'est pas spécialiste de l'univers étendu, et on n'est pas non plus vraiment spécialiste de Star Wars. On n'a jamais été fan hardcore de On la série. est spécialiste au sens générationnel du terme, On aime où on a Star grandi avec ces Wars. films. Voilà, on aime Star Wars comme tout le monde, je pense. Ah, il y a encore des gens qui n'aiment pas Star Wars, Oui, ou il y qui a ne des- les ont pas vus. Mais bon, voilà, existe encore. Vous m'avez compris, on n'est pas des super fans puristes, mais on a forcément une tendresse pour cette série, pour cette saga. C'est ça. Et donc, on va en parler en tant que non spécialiste, mais en tant que personnes, spectateurs qui connaissent les films C'est ça. et qui les apprécient. Et qui ont suffisamment grandi avec ces films quand même pour attendre ces films. Enfin, Ouais. je crois que mon degré d'attente était supérieur au tien. Oui. Toi, tu n'en attendais rien de spécial ? Voilà, j'avoue que j'avais pas l'excitation que j'aurais pu avoir il y a quelques années, alors que toi, si. T'avais ce petit frisson avant d'y aller. Bah, en fait, les bandes annonces et toutes les campagnes de pub et tout ça avaient mis le doigt vraiment sur le fait que J.J. Abrams connaissait et savait manipuler la mythologie Star Wars et savait exactement. C'était un fan qui parlait à des fans Ouais. et qui faisait ça vraiment pour les bonnes raisons. Et en voyant, par exemple, la bande-annonce principale, j'ai eu ce frisson en fait d'excitation quasi enfantine, qui était vraiment ultra plaisant. C'est ça que quelque part que j'attendais avec ce film. Ouais. Et on en vient donc au film lui-même. On a deux avis un petit peu différents. Il n'y a pas vraiment la personne qui a détesté et la personne qui a aimé. Mais toi, tu as été extrêmement emballé. Oui, Tandis que moi, j'ai été plus sur la réserve. J'ai trouvé ça très très Et, cool, très très bien foutu, mais j'ai pas eu ce frisson que j'attendais. et je pense que c'est lié aussi à l'attente qu'on en avait tous les deux. Voilà, encore une fois, moi, je m'attendais à rien de spécial, donc du Ouais. coup, j'étais totalement disponible pour une bonne surprise. Toi, tu en attendais peut-être plus. Ouais. Et donc, Mais c'était pas le degré d'attente disproportionné vraiment. J'attendais vraiment de retrouver tout simplement ce petit frisson. C'est extrêmement subjectif, donc c'est compliqué à décrire. Mais on va peut-être commencer par parler de l'histoire, tout simplement. Et on peut dire qu'en fait tout le film est fondé sur un concept de miroir. Soit un miroir
simple, soit un miroir inversé. Déjà, toute la structure du film est calquée quelque part sur la structure de l'épisode 4. On retrouve vraiment toutes les mêmes structures, les mêmes archétypes, avec l'héroïne qui est une espèce de Luke Skywalker, tout à fait. Je crois que l'expression qui est revenu le plus quand on parlait de ce film après coup, c'était de service. Oui, c'était la Luke de service, le Dark Vador de service, l'Empereur de service, l'étoile noire de service. On retrouve tous les archétypes mis en place par la saga. Et ce de service n'est pas forcément négatif, mais il y a ces archétypes qui sont reposés. Pour ma part, je trouve que tous ces deux services, entre guillemets, étaient d'une certaine manière mis à jour et même upgradés, quoi. J'ai trouvé que voilà, les personnages qui étaient censés remplacer ceux du premier film étaient excellents. J'ai trouvé que les situations qui font écho au premier film étaient encore plus spectaculaires. Donc moi j'ai trouvé effectivement que c'était un calque, une sorte de miroir, mais en mieux. Donc personnellement, j'ai plutôt été satisfait sur ce plan-là. Certaines scènes quand même souffrent de la comparaison de la trop grande proximité, en fait. Par exemple, sur l'étoile noire, ce qui n'est pas vraiment l'étoile noire, qui est beaucoup plus grande que l'étoile noire, donc folie des proportions. On retrouve les mêmes X-Wing qui sont dans le canal, qui vont justement détruire l'étoile, tout simplement. Et autant c'est plus riche visuellement, c'est plus péchu, c'est plus dynamique, autant il n'y a pas ce minimalisme beaucoup plus percutant quelque part qu'il y avait dans l'épisode 4 sur le côté vraiment mémorable là-dessus. Donc c'est un peu plus compliqué. Parfois la proximité est tellement grande que ça n'évite pas l'effet de comparaison. Parfois au détriment du film, alors que c'est ça qui est paradoxal, c'est que techniquement il est meilleur que l'épisode 4, mais il y a un imaginaire qui se trouve derrière et être collé trop près de cet imaginaire, parfois ça peut un tout petit peu desservir le film, alors que l'enjeu était super difficile. Arriver à manipuler cette mythologie tout en restant fidèle, mais en s'octroyant suffisamment de liberté pour arriver à un bon équilibre à ce niveau-là, c'est ultra compliqué. C'était le vrai défi d'arriver à faire un film qui ait une valeur en soi, qui soit un vrai film à part entière, et de porter tout le poids de cette mythologie derrière, respecter tout le cahier des charges qu'implique la saga Star Wars. Et de mon point de vue, je trouve que les deux contrats sont réussis. On a un film que moi j'ai trouvé excellent, vraiment, je me suis amusé pendant ce film, alors que je me suis plutôt ennuyé sur la dernière trilogie. Et au niveau du respect de la mythologie, j'ai trouvé que c'était parfait. On sent que le gars qui est aux rênes du projet est un véritable amoureux de la saga. Il n'y a pas de trahison, c'est un petit peu comme Peter Jackson avec Le Seigneur des Anneaux. On a des geeks qui sont très fans du matériau avec lequel ils jouent, quoi. Après, on y reviendra un petit peu après concernant le fanservice, notamment. Oui. Mais en fait, c'est ça le truc, c'est que ce film, je le trouve objectivement extrêmement maîtrisé, vraiment très très bien foutu. Et je suis encore en train d'essayer de mettre le doigt sur les choses qui m'ont laissé un petit peu plus mitigé. Donc il y avait parfois cet effet de proximité un tout petit peu trop grand qui dérivait un petit peu sur le fanservice, qui est globalement très très bien géré, mais parfois un petit peu moins, enfin, on en reparlera. Et donc il y a cet effet miroir du récit par rapport à l'épisode 4, mais il y a aussi un effet miroir inversé, et c'est là que je trouvais que le film était à son meilleur, parce que par exemple le traitement de Kylo Ren, cette scène où il parle en fait au casque de Dark Vador en disant « Je suis en train de me laisser tenter par le côté lumineux, s'il vous plaît, donnez-moi la force de résister au côté lumineux. » Et cet effet de tentation qui était uniquement attribué au côté obscur jusque-là. Et là, il y a un retournement du schéma qui est super intéressant. C'est comme si le mec, en fait, était vraiment décidé à continuer à fumer, alors qu'il n'avait pas envie de fumer, mais il disait « Ah putain, j'essaie vraiment de continuer, essayer de me donner la force de continuer. » C'est exactement ça. Mais il y a aussi, en effet inversé, jusque-là, les structures de personnages dans Star Wars étaient assez claires, avec les personnages principaux, les personnages un peu moins importants, et puis les gens dans le fond, quoi. Les Stormtroopers faisaient partie de ces gens dans le fond. Exact. Et là, fonder un des personnages principaux et une des principaux arcs narratifs du film sur justement ce qui était jusque-là une silhouette, c'est brillant. C'est une des premières scènes où on voit Finn, qui ne s'appelle pas encore Finn, qui a juste un matricule. Il y a pendant l'attaque du village sur le Tatooine de service, qui est la planète juste... Ah, j'arrive plus à me planer ce nom. Je l'ai plus non plus. Jakku. Peut-être, oui. Il y a un truc à la Jakku. Un de ses collègues de Stormtrooper meurt. Le Stormtrooper qui s'avérera être Finn plus tard le prend dans ses bras. Et là, soudainement, on a une humanisation des Stormtroopers. Et vraiment, les premières secondes de cette scène m'ont vraiment marqué, presque au sens où une parodie m'aurait marqué. Une parodie, par exemple, de Family Guy, où d'un seul coup, tu te rends compte que les Stormtroopers sont idéalisés, enfin, personnalisés. Et ça crée presque un effet
décalage comique. Ouais. Ce décalage comique m'a travaillé pendant à peu près une seconde, et après, d'un seul coup, ça devient crédible parce que tu dis, mais il n'y a aucune raison Oui, à oui. ce que ça soit un décalage comique. Non, bien sûr, bien sûr. Et ça, je trouve que, en fait, c'est une idée qu'on a déjà vu exploiter, comme tu le dis, dans les comédies, et qui a été utilisée, récupérée à bon escient dans cet épisode-là, puisque jusqu'à présent, oui, comme tu le dis, les Stormtroopers n'étaient que des silhouettes, sans identité, sans personnalité. C'était de la chair à canon. On s'est jamais attaché à un personnage de Stormtrooper. Et je pense par exemple à cette séquence dans Austin Power, où on voit un sbire, comme C'est on ça. peut en voir dans les films de James Bond, qui se font zigouiller sans autre forme de procès par le héros. Alors que sur sa famille. Ouais, voilà, c'est des personnages qui ont forcément une histoire, qui ont des rêves, qui ont une famille, et c'est la même chose pour les Stormtroopers. Alors, tous ces personnages, tous ces soldats casqués n'ont aucune espèce de densité en tant que personnage, mais là, dès que on touche au sentiment de l'un d'entre eux, tout à coup, ils prennent une autre substance, quoi. Ouais. Parce que ce qui se passe avec ce personnage, du coup, forcément, c'est répercuté sur tous les autres. Et donc, du coup, quand il arrive des trucs aux autres Stormtroopers, ils ont plus de poids, quoi. C'est plus juste des masques, mais c'est derrière des personnes avec, voilà, des conflits moraux. Et c'est ce qui se passe pour ce personnage de Finn, qui tout à coup prend conscience de la situation. Il y a cette scène au début où donc les Stormtroopers éliminent tout un village. Et d'ailleurs, ça, moi, j'ai trouvé que c'était une violence qu'on n'avait pas dans les films originaux. Ou pas autant accentué. Voilà, Et c'est-à-dire là, qu'on en plus, savait que dès ça le se passait. départ, le fait que ça se passe vraiment dès le départ, ça te Voilà. contextualise la menace de manière assez viscérale. Ouais. Moi, je trouve que dans les premiers épisodes, la menace que constitue l'Empire n'est jamais réellement ressentie. C'est-à-dire qu'on a une idée de ce qui se passe, c'est les méchants de service, mais on n'est jamais confronté à la cruauté de cet organisme totalitaire implacable. Et là, dès le début, on a un village qui est décimé, et c'est dur, c'est une scène qui est terrible. Et donc on a une cruauté, et tout à coup, on se sent impliqué dans le truc, on y croit. On croit à la malveillance de cette organisation, quoi. Bah, c'est comme Et, quand ce que tu me disais je suis entièrement d'accord, sur les planètes qui sont détruites. On voyait dans l'épisode 4 la planète natale de la princesse Leia se faire détruire par l'étoile noire. Ouais. Mais c'est vrai qu'on la voyait de l'extérieur. Il y avait une espèce de... on pouvait pas se sentir impliqué parce qu'on voyait pas en fait les vies qui étaient brisées, tandis que là, il y a on les voit. une vue subjective de la planète avec les gens qui attendent ça sur un balcon, qui voient le rayon s'approcher, et c'est vraiment le cataclysme absolu, quoi. Et j'avais C'est oublié, Mélancolia version Star Wars. Exactement. Et moi, j'avais oublié justement que dans l'épisode 4, la planète de la princesse Leia était détruite. Donc, c'est dire à quel point, pour moi, ça n'a pas eu d'impact. Parce que du coup, c'était une planète déshumanisée. On n'en voyait jamais la population. Et Ça c'est un aurait petit pu être peu... une lune ou... Ouais, et c'est un petit peu comme pour les Stormtroopers, quoi. Quand on voit une cinquantaine de Stormtroopers se faire éliminer à coups de rayon laser, bah, on s'en fout, il n'y a pas d'implication émotionnelle, mais dès qu'il y en a un qui enlève son casque, tout à coup, ça devient un personnage. Et là, pareil pour cette planète, donc en fait, c'est même plusieurs planètes donc qui sont le siège de la République. Et donc, juste avant qu'elles explosent, on voit donc la population, on voit les villes, et il y a quelque chose de très fort et de très dramatique qui se déroule, quoi. Tout à coup, on est impliqué émotionnellement. Donc J.J. Abrams sait poser les enjeux, directement montrer ce qui va poser problème et établir une menace crédible, mais aussi il sait utiliser ses cartes. Bien, par exemple, le personnage de Luke, on en parlait un petit peu après être sorti. Le fait de le caser uniquement dans la toute dernière scène et en faire quelque part un Colonel Kurtz version Apocalypse Now, où plus cette personne est le but de la quête, plus on ne la montre pas, moins on la montre, et plus en fait son apparition va avoir un impact assez incroyable. Et là que la figure de Luke, iconisée au maximum par rapport à cet environnement, sur son promontoire, qui ne parle pas, donc vraiment il est dans la pure icône. Là encore une fois, on a un bon exemple vraiment de gestion intelligente de la mythologie. Ce que je trouve génial, c'est que par rapport au personnage de Luke, il y a un parallèle qui se déroule entre les personnages du film et les spectateurs. C'est-à-dire qu'il y a cette séquence où Rey, donc l'héroïne, parle de Luke comme d'un mythe. Elle dit à Han Solo, Luke Skywalker, mais je croyais que c'était un mythe. Et il se trouve que, pour nous aussi, c'est un mythe. Forcément, on a affaire à une mythologie, et Luke Skywalker est un des personnages les plus emblématiques de cette mythologie. Donc pour nous aussi, c'est un mythe. Et tant qu'on l'a pas vu dans le film, il y a cette tension suspendue, et on a hâte de le voir, parce que ça représente quelque chose. Pour les plus vieux d'entre nous, entre guillemets, c'est une
véritable icône, quoi. C'est un personnage emblématique Ouais. de notre enfance. Et là, de le Quoique voir en son film... statut de mythe par rapport au personnage de l'histoire, Mm. je peux le comprendre, ça fait sens quelque part dans l'histoire, mais je ne l'ai pas fondamentalement ressenti parce que le temps écoulé entre le retour du Jedi et Mm. l'épisode 7 n'est pas Ouais. suffisamment long pour moi pour qu'une histoire soit devenue une rumeur, soit devenue une légende, Mm. soit devenue un mythe, pour reprendre la structure du Seigneur des Anneaux dans le prologue. On Et peut quelque part, estimer son côté que- mythique est presque trop par rapport au temps qui s'est écoulé. On peut estimer que une trentaine d'années s'est écoulée, c'est quasiment en temps réel en fait, par Ouais, rapport ouais. au retour du Jedi. Donc, si Complètement. on considère qu'il a disparu après les événements du Jedi Ouais. et qu'il s'est caché depuis, Hmm. euh, Après, il y a tellement de gens qui l'ont côtoyé à pour l'époque. Enfin, bon, pour les habitants de certaines planètes en tout cas, ouais. plus Oui, on je est suis loin d'accord. des faits, plus ça devient mythifié, quoi. Ça, c'est C'est un vrai. peu comme pour le personnage de Brevard, quoi. Voilà, plus on est loin du lieu où ça s'est passé, plus ça devient Certes. mythifié, quoi. D'accord. Et donc, il y a ce parallèle pour moi entre les spectateurs et les personnages du film par rapport à ça, par rapport à l'aspect mythique de certains personnages qui sont mythiques pour nous aussi. Et il y a ce parallèle par rapport à ce qu'on peut ressentir quand on voit les personnages se retrouver. Mm. Donc, quand on voit Han Solo et la princesse Leia se retrouver, c'est des retrouvailles sur deux plans, quoi. C'est des retrouvailles pour les personnages, Mm. et donc c'est forcément émouvant de les voir se tomber dans les bras, et c'est aussi des retrouvailles finalement pour les comédiens eux-mêmes, quoi, C'est ça. qui renouent avec les personnages Bah, qui c'est les le ont type rendus d'attachement célèbres. émotionnel qu'on peut avoir quand les barrières entre cinéma et vie tombent. Ouais. On parlait de Rocky un Comme petit pour peu Rocky. après. Rocky, c'est le meilleur exemple. Voilà, quand Bah, les personnages et les acteurs, vraiment, il y a une espèce de fusion Ouais. entre les deux, tu peux plus faire la différence, et juste ton vécu en tant que spectateur et Mm. humain se Mm. confond avec ça, parce que tout ça signifie des choses, et Ouais. le temps long a fait que ça s'est instillé en toi. Et ça ouais, sonne non, c'est vrai, très du réussi. coup. Ça sonne vrai. Quand ils se retrouvent, il y a les émotions d'une retrouvaille, parce Mm. qu'elle est réelle, quoi. Elle est authentique. Complètement. Ouais. Mais donc après le scénario, il y a la question de la mise en scène. Alors J.J. Abrams, c'est un très bon faiseur. Il a une mise en scène qui est fondée sur le mouvement. Et vraiment, c'est quelqu'un qui a en fait un sens du plan qui tape, du plan qui aura de la gueule. Mm. Alors c'est un film qui a de la gueule de manière générale, mais il a ce sens du plan qui va déchirer. Là, on voit avec par exemple tout le travail sur le gigantisme au Oui. début, sur les vestiges des croiseurs impériaux, ou il y a un AT-AT à un moment qui est au sol. Mm. Et mettre Oui, en perspective super, ça. cette taille avec la toute petite silhouette de Rey qui dévale sa colline, il y a vraiment des superbes plans, même ensuite sur des plans un petit peu iconiques, dans la forêt enneigée, quand Kylo Ren sort son sabre. Donc il y a ce sens du plan, et c'est comme s'il distillait quelques plans, vraiment quelques images fortes qu'il a en tête pour baliser en fait tout le déroulé du film, et qu'entre ces plans, c'était une réalisation qui est efficace, mais vraiment beaucoup plus fonctionnelle et beaucoup plus lisse, qui sert juste à faire le lien entre les différentes images fortes qui vont servir vraiment d'étendard au film. Ouais. Et vraiment, encore une fois, c'est très efficace, et c'est très lisible, et c'est une bonne gestion d'espace, mais c'est beaucoup plus fonctionnel. Et je me suis retrouvé, je ne m'attendais jamais à dire ça de ma vie, en fait, des dernières années en tout cas. À certains moments, je me suis presque surpris à ce que la réalisation de George Lucas me manque, même jusqu'à ses défauts. Même son côté un petit peu trop plan-plan à certains moments, son côté pas très inventif sur le mouvement, presque trop plan-plan, même sur les scènes d'action. Et là, il y a d'autres scènes d'action de la prélogie qui me viennent où c'était pas vraiment plan-plan, mais bon, globalement, il y avait George Lucas, sa réalisation était très critiquée, mais elle avait quand même un côté à la fois vieux jeu, mais anachronique et presque donc original dans le contexte actuel par rapport à ça. Tandis que l'épisode 7 est beaucoup plus finalement conforme au canon actuel et beaucoup moins surprenant. Donc il y a moins ce côté très spécial dans son esthétique. Alors, sur ce plan-là, on n'a pas eu le même ressenti parce que moi je trouvais qu'au niveau de la mise en scène, c'était un bon compromis justement entre le classicisme des premiers Star Wars, au niveau du rythme. Comme tu le dis, c'est vrai que George Lucas a cette patte très reconnaissable, une espèce de lenteur comme ça. Enfin, je trouvais que c'était une mise en scène qui était parfaitement appropriée pour le film de diplomatie finalement, qu'est l'épisode 1, La menace fantôme. Oui. On a quelque chose de très lent comme ça, très, très lourd. Et là, je trouvais que on retrouvait d'une certaine manière ce classicisme-là sur certains plans, sur le rythme des situations, évidemment sur les fameuses transitions iconiques qui sont une signature visuelle, quoi. Et donc, j'avais pas l'impression d'être dans quelque chose d'autre. Moi, je m'imaginais justement qu'on allait avoir une espèce de mise à jour complète au niveau de la mise en scène, qu'on allait retrouver les codes visuels de la saga, mais que J.J. Abrams allait injecter une énergie totalement différente et totalement nouvelle. Et je trouvais qu'il y avait une bonne transition entre le classicisme de Lucas. Il n'y a pas un moment où je me suis dit, putain, là, on n'est plus du tout dans Star Wars, ça n'a rien à voir. Et
la modernité, notamment par le biais d'inspiration visuelle que Lucas n'avait pas. On parlait tout à l'heure, par exemple, d'une scène voilà, qui m'a frappé quand donc, ils arrivent dans l'espèce d'auberge. Dans la cantina de service. Cantina de service, qui est très réussie d'ailleurs, à mon goût en tout cas. Et donc ils passent sous une arche, et il y a ce robot qui m'a tout de suite fait penser au château dans le ciel. Enfin, il y avait une espèce de collision de facteurs qui faisait qu'il y avait ce type d'atmosphère. On a une planète végétale, on a des vieilles pierres, et on a un vieux robot. Et tout ça, pour moi, donc, rappelait un peu l'univers de Miyazaki. Il y a d'autres séquences comme ça qui donnent le sentiment, effectivement, qu'on a un noyau dur qui est celui de l'univers de Star Wars, sur lequel sont venus se greffer d'autres inspirations pour donner un souffle nouveau. Mais encore une fois, Abrams avait tellement de choses avec lesquelles jongler pour faire ce film, et tellement de choses... C'était mission impossible. Déjà que ce film soit bon, c'est un miracle en soi. Mais... en fait, J.J. Abrams, en dehors de sa capacité à créer des images fortes, quitte à desservir un tout petit peu le reste de la mise en scène qui sera plus fonctionnelle, d'habitude, il se permet des fantaisies en termes de mise en scène qui vont aussi faire se démarquer son style. Et là, en fait, la mythologie est tellement forte, et la chape avec laquelle il a dû juste jouer pour faire ce film a été tellement forte que j'ai l'impression que c'est un tout petit peu bridé les fantaisies qu'il aurait pu avoir. Et c'est ça un petit peu qui m'a frustré dans une certaine mesure, même si encore une fois, j'ai trouvé ça extrêmement bien foutu. Mais le truc, c'est qu'on le voit en fait avec tous les films Star Wars qui vont venir. Josh Trank a été viré du prochain. Il y a Colin Trevorrow, le réalisateur de Jurassic World, qui va s'occuper d'une des suites. Ces mecs, ce sont de bons faiseurs, mais ce sont des yes men, généralement, qui sont en fait là pour exécuter les décisions des mecs qui se trouvent derrière, des studios. Et il faut croiser les doigts, bien entendu, pour que les décisions derrière soient bonnes. Si c'est pas le réalisateur, dans ces cas-là, qui va vraiment juste imposer sa patte. Et le choix de J.J. Abrams, c'était bien, parce qu'à la fois, il était raccord avec cette tendance du blockbuster actuel, d'avoir quelqu'un qui est un bon faiseur, qui sait se mettre au service du matériau et des décisions qu'ils vont avoir derrière. Mais J.J. Abrams va un petit peu plus loin que ça. Il a vraiment son propre univers, il a ses propres gimmicks de mise en scène, il a un côté auteur, en fait. Et pour moi, c'est vraiment le bon équilibre entre ces deux dynamiques qui, mal gérées, peuvent vraiment partir en banane. Et je redoute un petit peu ça pour les prochaines. Ce côté blockbuster actuel, bien foutu, mais légèrement calibré et lissé, en fait, j'ai peur qu'ils prennent de l'ampleur pour les prochaines suites. C'est vrai que pour un réalisateur, c'est un véritable challenge donc, de se voir confier une mythologie aussi importante que celle-là. Donc on en parlait tout à l'heure, c'est un peu pour moi comme se retrouver dans une grande maison vide avec un cahier des charges, et il faut faire vivre ce truc-là. Là, pour moi, c'est un bon compromis. Maintenant, la difficulté pour ceux qui suivent, ça va être de réussir à rester fidèle à l'univers sans trop se perdre dedans en essayant d'ajouter quelque chose de nouveau. Ça doit être à la fois passionnant en tant que réalisateur et extrêmement aussi effrayant, parce que c'est une responsabilité énorme. Forcément, ces gens-là, tout à coup, font partie d'un mythe, s'inscrivent dans un mythe qui les dépasse, qui nous appartient à tous, qui fait partie du patrimoine culturel de l'humanité aujourd'hui. Et donc, c'est un exercice extrêmement délicat. Je pense que c'est le genre de truc qu'on ne peut pas refuser, mais tu dois hésiter un petit peu quand même. Il a hésité apparemment, J.J. Abrams. Au début, je crois qu'il a refusé, il s'est laissé convaincre. Il a commencé par refuser. Faudrait que je vérifie. Mais puisqu'on parlait du rapport entre passé et présent, avant qu'on oublie, j'avais envie de parler aussi tout le parti pris déjà de revenir aux effets pratiques du film. Il y a un bestiaire de costumes et de maquillage qui est vraiment extrêmement bon. Et tu sens qu'avec la cantina de service, ils ont voulu aussi recréer ça. Et dans ce contexte-là, ça met d'autant plus hors sujet à mon sens les quelques créatures en images de synthèse très apparentes qui sont dans l'univers. La petite nana, la Yoda de service, il y a beaucoup de services dans ce film, qui est un personnage très bien, j'ai trouvé, mais qui déjà, juste ça fait un peu trop créature numérique à mon goût, mais surtout l'empereur de service, le leader suprême, qui là, par contre, le premier plan, gros plan qui est sur le visage du commandeur suprême, j'ai eu l'impression, enfin le leader suprême, j'ai eu l'impression de voir la tête de l'extraterrestre dans Indiana Jones 4. C'était à ce niveau-là, il était complètement hors sujet dans son esthétique par rapport au reste du film. Et toi, ça t'a un peu moins gêné apparemment ? Alors, encore une fois, comme on l'a dit, c'est vraiment un film qui fait écho directement au premier film, voire à la première trilogie. Pour moi, c'est comme une sorte de best-of, en fait. C'est un best-of de Star Wars. Ce qui est aussi la limite. Ouais, bien sûr. Mais, en tout cas, c'est comme ça que je l'ai ressenti, en un peu mieux même, en mis à jour, Et
là, donc sur la séquence de l'empereur, on retrouve évidemment donc l'empereur original, donc Palpatine, mais avec de nouvelles idées, notamment sur sa représentation, parce que donc dans le Le premier, gigantisme, encore une fois. voilà, dans les premiers films, c'est simplement une projection holographique. Ouais. Mais- En fait, elle a une taille diverse, quoi. À un moment, il y a une projection Ouais. holographique de l'empereur qui est juste tout nain, comme Ouais, c'est ça. vrai, c'est vrai. Et à un moment, il y a sa tête qui est projetée en, je sais pas, 4 Mais mètres sur là, 3. le truc, c'est que on comprend pas tout de suite que c'est une projection, alors que dans Mm. les premiers films, on le voit immédiatement. Ouais. Là, semble voir un géant. on avait l'impression effectivement que c'était une espèce de créature démesurée, et je trouve qu'il y a quelque chose de très impressionnant qui se déroule dans cette séquence. En fait, on parlait du plan de profil là, qui est vraiment super beau, qu'on Ouais. voit vraiment sur son trône avec le ray de lumière qui Mm. illumine Kylo Ren Mm. et l'autre. Et là, je voyais l'artwork, je voyais le dessin préparatoire Ouais. du film et je voyais en quoi J.J. Abrams ça fait putain, Oui, ça oui. claque, on va prendre ça. Ah, c'est Et clair. c'est magnifique. Ouais. Mais c'est l'exécution en fait, et Mm. surtout l'exécution sur les gros plans de la tête du leader suprême Ouais. qui ne va pas, quoi. J'ai l'impression de voir Je suis- un méchant d'image de synthèse lambda de blockbuster actuel, aussi bien fait Je soit-il. suis d'accord, je suis vraiment J'ai l'impression de d'accord voir Thanos là-dessus, dans les Avengers, quoi. J'ai pensé à la même chose. Déjà, j'ai pensé à la même chose dès le premier plan, quoi. Dès qu'on voit cette créature démesurée assise sur un trône, il y a Mm. un côté Thanos. Et personnellement, ouais, j'aurais préféré aussi qu'on ne voit pas son visage, qu'il soit dévoilé plus tard, Mm. mais que là, on garde simplement une espèce de menace extrêmement impressionnante, mais indéterminée en même temps. Les premiers plans sont à contre-jour, donc on voit juste des silhouettes se Ouais. dessiner, des raies de lumière. Je trouvais que c'était très esthétique, très impressionnant, plus impressionnant que pouvaient l'être les scènes de l'empereur dans le premier film à mon goût. Et c'est vrai que c'est un peu dommage qu'ils aient un peu trop insisté sur son visage, qui n'est pas forcément complètement, super réussi. Ah non, non. Ouais. Mais d'ailleurs, cette scène contient juste. Utilise le type d'éclairage que je n'aime pas du tout dans le cinéma de divertissement actuel. Mm. Ça fonctionne à peu près sur le plan de profil général, parce qu'il y a ce côté très, très graphique avec ce ray de lumière. Donc il y a un côté vraiment où la lecture de l'image est vraiment facilitée, ça marche vraiment très très bien. Mais sur les autres plans, où c'est plus serré sur les personnages en champ contre champ, c'est un type d'éclairage en fait qui est très très peu contrasté. Et je pense que c'est aussi dû à peut-être la qualité de projection. Il n'y avait pas peut-être assez de luminosité, même si c'était pas gênant pour le reste du film. Mais ce type d'éclairage en fait dans ce genre de film n'est pas du tout assez contrasté. Et je sais pas, je dois avoir un truc sur la luminosité et être pas fait pour ce genre d'éclairage, ce qui aussi fait que je n'aime pas du tout la 3D aujourd'hui, ou la manière dont elle est foutue. Et ouais, j'aime pas du tout ce genre d'éclairage. Donc ça m'a fait penser à ça. Heureusement, c'est moins visible dans le reste du film, mais je pensais justement à la trilogie originelle, à la manière dont ils géraient les éclairages, même dans ces espèces de scènes et ces moments de clair-obscur. Et c'était beaucoup plus facilement lisible, avec des contrastes beaucoup plus tranchés, qui perso me conviennent beaucoup plus. Pour parler des influences extérieures, là, moi, dans cette séquence, en tout cas quand on a un plan éloigné, où on voit donc Kylo Ren d'un côté et l'empereur de l'autre, enfin l'empereur, c'est pas un empereur d'ailleurs, c'est l'empereur, comment il s'appelle, le leader suprême. Voilà. Moi, ça me faisait penser au plan qu'on peut voir dans Game of Thrones, quand on a des plans d'ensemble avec, par exemple, le trône d'un côté et un autre personnage de l'autre, mais où on peut mesurer l'immensité de la pièce, en fait, de la salle. C'est un peu ce qui se passait là, quoi. Pour moi, c'était un peu la référence visuelle que j'ai eue en tête. Je pense que vraiment tout le long du film, il y a ce rapport au gigantisme. C'est comme si Abrams voulait faire une métaphore de son rapport à la mythologie Star Wars. Mais c'est ça. C'est tout petit, qu'il c'est un écrase, truc quoi. juste. Voilà, c'est ça. Et en plus, tous les vaisseaux qu'on peut voir dans le désert, écrasés, etc., constituent les vestiges de voilà, d'une certaine manière, les ruines des films passés sur lesquels Abrams va construire la nouvelle trilogie. Et ce qui est intéressant, c'est que les deux, finalement, entrent en collision. On a à la fois des personnages nouveaux qui vont faire la trilogie à venir, et on a à la fois les personnages de l'ancienne, quoi, qui reviennent. Donc, ouais, pour moi, on a. C'est d'ailleurs culotté de se séparer de Han Solo dans ce film. C'est très gonflé. D'ailleurs, en parlant de Han Solo, on l'a vu en VF. On n'a pas eu le choix. Si on voulait le voir en 2D, c'était en VF sur cet horaire-là. Mais ça ne me dérangeait pas tant que ça, parce qu'on a un imaginaire aussi par rapport à la première trilogie qui s'est structuré autour de la VF. Donc, par exemple, sur les personnages principaux, j'attendais de voir comment ils avaient goupillé la VF. Et la voix de Harrison Ford, c'est sa voix définitive, enfin son doubleur habituel depuis très très longtemps, qui est le doubleur qui est celui de Indiana Jones. Ouais. Alors qu'en fait, dans les 3 premiers Indiana Jones, il a changé de voix. Le premier Indiana Jones, c'était la voix de Ulysse 31. J'ai plus le nom des comédiens de doublage en tête. C'est la voix d'Ulysse 31. Sur le deuxième, c'était la voix de Han Solo. Et sur le troisième, c'était Richard Darbois, qui est le double depuis. Et là, c'est toujours Richard Darbois, sauf que pour moi, c'est pas la voix de Han Solo. J'ai eu l'impression de voir Indiana Jones en tenue de Han Solo tout le long. Ce qui est pas franchement super gênant, parce que les personnages sont pas si éloignés que ça, quelque part. Non, mais c'était
C'est à des détails comme ça aussi que l'attachement à une mythologie Ouais. se fait. Et j'étais un peu, dommage. En même temps, le doubleur original de Han Solo, si je me trompe pas, est mort. Peut-être que je dis une connerie, mais en tout cas, bon, voilà. Moi, j'ai pas été spécialement choqué par ça, déjà parce que, personnellement, Indiana Jones et Han Solo, pour moi, c'est surtout Harrison Ford qui change de costume. Et je trouve que, ouais, il y a beaucoup de similitudes entre les deux personnages. C'est ça. Donc ça m'a pas gêné. Par contre, ça m'a plus gêné sur la voix de Leia, qui est beaucoup plus C'est grave. ouais, c'est la voix de Amanda Lear, en gros. Et ouais. Donc ça m'a un petit peu perturbé. Ouais. Pas sur Han Solo. En même temps, vu Euh. l'évolution physique de l'actrice et sa voix en, Mm. en version originale, Ouais. une voix plus aiguë aurait été peut-être Oui, inappropriée. oui, oui, ça aurait été surprenant. Mais là, donc évidemment, il faut qu'on parle bien sûr du retour de ces personnages iconiques. Le Alors retour là, d'Han Solo. pour finir peut-être sur cette chronique sur le fanservice, le truc Mm. inévitable quand on manipule une mythologie de cette ampleur, qui est relativement très très bien dosée. En fait, c'est ça la grande intelligence dans l'écriture du scénario, c'est Ouais. qu'ils ont réussi vraiment à trouver la fine frontière Ouais. qui séparait le fanservice de la putasserie Mm. et ne pas la franchir. Ouais. Le seul moment où j'ai trouvé que ça franchissait un tout petit peu, c'est du pinaillage, vraiment. C'est quand Mm. ils sont à bord du Faucon Millenium, qu'il y a le jeu d'échecs de l'épisode 4 qui s'allume, toujours avec ces, Ouais. ces effets très réaréosènes dans Exactement, l'esprit. exactement. Ouais. Et déjà, tu vois que tu le vois sur un plan, Mm. ça y retourne, il est toujours là. Et sur le troisième plan, ça y retourne encore une fois, cette fois en gros plan pour montrer les jeux d'échecs qui s'éteint. Et c'était Mm. peut-être le plan de trop, mais voilà, après c'est juste du pinaillage. C'était Ouais. juste insister un tout petit peu trop pour montrer. Alors, regardez, c'est le truc de l'épisode 4, vous avez vu? C'est Oui, vrai. c'est bon, j'ai vu. Mais globalement, le reste du truc, en même temps, on a déjà couvert le sujet sur l'utilisation des vieux personnages, Ouais. surtout toute la structure qui est Ouais. récupérée aussi Mm. En même temps, c'est une structure très basique mais très efficace. Donc, c'est relativement intelligemment utilisé. Je trouve que tous les éléments fanservice sont dévoilés avec justesse. Il en fait ni trop ni trop peu. L'apparition des personnages que tout le monde attend. Et en ce qui me concerne, ça fonctionne, quoi. Ben, je pense qu'on a tous été émus déjà dès la bande-annonce. Dès qu'on voit Han Solo et Chewbacca côte à côte, il se passe un truc. Ouais. Là, pour moi, vraiment, ça fonctionnait. Et en plus de ça, je m'attendais pas à ce que la présence d'Harrison Ford dans le film soit aussi importante. Je pensais que c'était juste une apparition. Et c'est pas du tout le cas. Donc, Contrebalance il a- en fait l'absence de Mark Hamill. Ouais, exactement. C'est vrai qu'il a la place qu'occupera sans doute Mark Hamill dans les suivants, Ouais. mais il est vraiment présent. Il y a des scènes d'action avec lui, et donc c'est déjà un vrai plaisir de retrouver ce personnage avec donc une continuité directe dans l'esprit. Il a le même côté, voilà, baroudeur, escroc. Tu sens Enfin, quand même c'est- la patine des ans sur lui. Quoi. Ah, c'est sûr. Ça a un petit peu évolué dans l'écriture où il a moins ce côté Bah, il a vieilli aussi, quoi. joli cœur. Ouais, c'est ça. Donc c'est cohérent. C'est ça. C'est cohérent. Il a vieilli, et puis Il est moins galopin. Ouais, bah, normal. Et puis en plus de ça, il a vu des tas de trucs. Donc on comprend que ça ait pu lui faire prendre de la bouteille à cette séquence où Ouais. il parle de la force. Et où on imagine que lui aussi, au début, dans le premier film, devait être dubitatif par rapport Ouais. à toute Ouais, il l'histoire était, de il était. force, Il etc. disait, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Voilà. Et là, donc, on a affaire à un personnage qui a vu tout ça. Donc, qui a une expérience immense. Ouais. Et c'est ce qui est intéressant aussi, c'est que du coup, on n'est pas obligé d'avoir un développement très long par rapport à la psychologie du personnage parce que on l'imagine, cette psychologie, on sait ce qu'il a vécu, donc on sait comment il doit voir tous ces trucs-là et comment il doit vivre aussi le retour d'une menace comme celle du premier ordre, ouais. Et donc voilà, ça je trouve qu'évidemment c'est une des forces du film, avoir fait revenir des comédiens Pour de bonnes raisons, ouais. iconiques Mm. et d'avoir su s'en servir correctement. Et donc, Ouais. évidemment, sur les droïdes, c'est la même chose, quoi. Quand ces 3PO arrivent et qu'on s'y attend pas, c'est super cool. Mm. Et ouais. Et BB-8 est vraiment, c'est une Ah oui. réussite. Bah oui, Ils oui. arrivent à humaniser autant. Ouais. Déjà, R2D2 était le droïde jusqu'à là qui était humanisé, qui était mignon, machin. Ouais. Je trouve BB-8, c'est encore mieux réussi que Ah, il est R2D2. génial. De loin, quoi. Bah, Il est tu encore vois, plus attachant. et moi- Toute cette humanisation autour juste des mouvements de tête, de la manière d'éclairer tel ou tel voyant, ça fonctionne. Bah, tu vois, c'est drôle parce que le ressenti que tu as eu sur BB-8, moi, je l'ai eu sur tout le film. Pour moi, le film, c'est comme BB-8, en fait, par rapport à R2D2, disons. C'est-à-dire qu'ils ont réussi, c'est un challenge Ouais. énorme de réussir à rendre un nouveau droïde aussi attachant qu'un personnage aussi iconique que R2D2. Ils ont réussi, vraiment. Et peut-être, ils ont même fait encore plus fort, comme tu le dis. Et pour moi, vraiment, le BB-8 est à l'image du film, quoi. C'est une espèce de R2D2, mais mis à jour. Et tout ce qui rendait R2D2 attachant a été décuplé sur BB-8. Il est encore plus humain. Et donc la séquence où les deux se rencontrent est formidable, parce qu'on a un passage de relais. Je pense que cet épisode-là,
sera vraiment le passage de relais en fait. Je pense qu'à partir du 2, on va vraiment passer à autre chose, peut-être que je me trompe totalement, mais là, il y a ce sentiment-là, quoi, de Ouais. passage de flambeau entre les personnages de la première trilogie et les nouveaux. Bon, on va pouvoir conclure pour de bon. Mm. Donc toi, tu es très confiant pour la suite. Tu es Ouais. hypé au max pour une nouvelle base de cette. Je pense que ça va être la meilleure série. trilogie. Et j'ai conscience que les puristes donc, vont hurler en écoutant cette phrase. Mais comme je ne suis pas un puriste, moi je pense que ce sera la meilleure trilogie. Ouais. Moi, autant sur ce film, j'étais extrêmement confiant sur tous les niveaux. Alors, encore une fois, je suis un peu mitigé sur certains points que je vais encore essayer de continuer à analyser après qu'on ait enregistré ça, parce qu'il va falloir le temps aussi de digérer le film. Mais voilà, sur la suite quand même, par rapport aux légers trucs qui m'ont laissé mitigé, j'ai d'abord une toute petite inquiétude sur les prochains réalisateurs notamment qui vont s'occuper de ça. Ouais. Mais globalement, encore une fois, c'est poser des bases vraiment excellentes pour de nouvelles orientations. Donc voilà. Tout à fait. Merci à nouveau. Merci à d'avoir toi. été des nôtres. Je sais pas pourquoi on dit des nôtres puisqu'on est que deux. Mais à l'année prochaine donc. Oui, à l'année Pour prochaine. Ouais. prochain, je sais pas quand il sortira exactement, mais on trouvera une combine pour décembre 2016. Et tout simplement, à très bientôt. Bye.